Voilà, monsieur, bonjour, merci de nous renouveler votre confiance sur la radio Génial Taxi FM dans cette émission La Gare routière de l'information. Nous sommes en direct, bien entendu. La situation socio-politique de notre pays, le Togo, intéresse et inquiète au même moment les citoyens. Ceci au moment où les Togolais s'apprêtent à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et ceux qui gouverneront nos régions. Et pourtant, et pendant qu'on se prépare pour ce calendrier électoral, un sujet nouveau crispe l'actualité politique, l'initiative d'une révision constitutionnelle par un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Alors, le sujet fait l'objet de débats dans l'opinion, vous le savez. Les accusations fusent aussi de partout. Mais comment comprendre cette nouvelle donne? Pourquoi c'est si important ou non de modifier ou de réviser, si vous voulez, la constitution togolaise? Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. Notre invité ce matin, comme annoncé, c'est le professeur Olu Komi, professeur agrégé en droit privé, enseignant à l'université de Lomé et intervient dans beaucoup d'universités de la sous-région. Il est le secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau, PSR. Bienvenue chez nous à la radio Taxi FM Lomé. Merci beaucoup. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Comme annoncé, nous sommes avec notre invité, professeur Oulou, comme le secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau PSR. Professeur, bonjour, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs et bonjour à toute votre équipe. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais vous interroger ce matin, commençant par votre parti politique. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui, puisque depuis 2020, vous ne parlez plus véritablement. Merci beaucoup. Disons que nous parlons moins, mais nous continuons nos activités. Le parti continue ses activités de proximité surtout. Et à quelques semaines des élections, et c'est évident un peu partout sur le terrain, les zones dans lesquelles nous aurons des candidats, le travail se poursuit. Peut-être sans grande publicité, mais nous préférons ce travail de proximité, de formation, d'installation des bureaux de proximité, et c'est ça notre logique, et de formation surtout. Est-ce que votre parti a réussi à survivre du fait que depuis 2020, juste au lendemain des élections ou de l'élection présidentielle, il n'y a eu presque pas d'activité liée à Covid et aux restrictions des manifestations publiques? Oui, c'est vrai qu'il y a eu restriction des activités, mais est-il que nous avons continué des activités de formation? On a eu des réunions régulièrement. Après Covid, même nous avons organisé notre congrès qui nous a permis de réunir toutes les sections sur l'ensemble du territoire. Et le parti continue. Et du point de vue idéologique, comme je le dis souvent, et la vitalité du parti est entière. Néanmoins, du point de vue matériel, des difficultés sont réelles. Et je sais que plusieurs partis de l'opposition sont dans la même situation, parce que pouvoir travailler dans un contexte de pauvreté généralisée où les militants ne cotisent pas, et forcément l'intensité des activités aussi en souffre. Et c'est ce que nous pourrions dire. Alors, autre question, avant de rentrer dans le vif du sujet, quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autres partis politiques de l'opposition? Il y a eu tellement d'alliances au point où certains ne veulent plus rentrer dans les alliances. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? De ce point de vue, nous dirons que nous avons encore tenté des alliances récemment qui malheureusement n'ont pas prospéré. Vous savez, sur ces questions d'alliance, le PSR a toujours fait preuve d'une réelle ouverture. Rappelez-vous, depuis 2005, la candidature de Bob Akitani, qui n'était pas de notre parti, a été soutenue par le PSR. Ensuite, nous sommes entrés dans d'autres coalitions, CFDT,
Nous avons ensemble en 2010 soutenu, dans le cadre d'une coalition, la candidature de Jean-Pierre Fabre. En 2015, c'est pareil. Avant 2015, en 2013, nous étions dans le CST. Et même si nous n'avons pas, voilà, même si nous n'avons pas été, en tout cas, satisfaits d'un certain nombre de choses. Après ça, nous étions dans la C14. En temps, nous étions passés par CAP 2015. Donc, vous voyez l'ouverture permanente du PSR pour l'action commune. Et récemment encore, nous étions dans le GMC, et qui est un mouvement plus large, ce n'est pas simplement politique. Et nous avions voulu, au sein du GMC, mettre en place une alliance politique en vue des élections en cours, en quelque sorte. Le PSR a fait preuve de loyauté et de sincérité jusqu'au bout. Malheureusement, la coalition n'a pas marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, le PSR est en train d'aller aux élections en tant que PSR. Et peut-être que cela nous permet de mieux parler également de notre parti en tant qu'entité, ses valeurs et ce qui nous caractérise. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Néanmoins, nous sommes toujours au sein du GMC pour des actions beaucoup plus larges, des actions communes, et des discussions sont aussi en cours actuellement avec certaines formations politiques sur la façon de sécuriser les résultats des prochaines élections. Oui, mais le fait que vous êtes dans une, on va dire, une alliance politique, dans un regroupement, et que chacun, quand il s'agit des élections, chacun va aux élections, est-ce que ce n'est pas l'expression du fait que vous ne vous faites pas confiance en réalité? C'est possible, mais la confiance parfois dépendra des rapports, je dirais, mutuels. Et qu'il faut la contribution des deux parties ou de toutes les parties. Je ne peux parler qu'au nom du PSR. En vous disant, je vous ai retracé toutes les alliances dans lesquelles nous avons... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que chacun veuille prendre donc sa liberté en réalité? Pour cette dernière tentative, et nous étions presque parvenus à un accord. Et alors que moi j'étais en mission à Abidjan, c'est en mon absence que certaines formations politiques ont estimé que l'accord ne leur convenait plus, alors qu'on était pratiquement à la veille d'une conférence de presse pour présenter cet accord. Et ils sont sortis de la coalition, ce qui a mis la société civile également dans un état de déception. La société civile, il y avait le professeur David Doucet, il y avait le professeur Ajavon, et Akwe, et il y avait Tinjo Richard, et Louis Atiobé. Donc ce sont ceux-là avec qui on avait travaillé au sein de cette société civile et certaines formations politiques. Ils étaient déçus du fait que certaines formations politiques ont remis en cause ce qu'on pourrait considérer comme déjà un début de solution. Mais vous savez, je n'accuse personne, je prends acte de cette situation et en réitérant l'observation selon laquelle pour qu'on soit ensemble, il faut que tous nous le voulions. Le PSL l'a voulu, certains ne l'ont pas voulu. Le PSL n'a pas peur d'aller seul. Non, sérieusement, professeur Olukomi, est-ce que vous êtes ensemble? C'est-à-dire, voici un couple, et puis au moment venu d'avoir des enfants, et ce couple se sépare. Est-ce que franchement, c'est un couple? Ben, écoutez, on connaît l'histoire, vous avez cité les groupements passés, on connaît l'histoire, on sait à peu près comment ça s'est terminé. Oui, vous voyez, ce n'est pas une situation qui est propre aux formations politiques. Disons que c'est aussi parfois de la nature humaine. Regardez, au sein d'une même famille, il arrive qu'il y ait des gens de même père, de même mère qui s'entre-deux-chient. À plus forte raison, au sein des formations politiques, même à l'intérieur des formations politiques, vous voyez, on a des exemples qui sont encore d'actualité. Je me demande si finalement ce n'est pas de la nature humaine. Et surtout, lorsque le contexte fait que pendant très longtemps, nous sommes restés dans l'opposition avec des sacrifices de gauche à droite. Nous avons eu le temps d'avoir des griefs les uns contre les autres. Et si je vous dis, au sein de cette coalition, les griefs que nous avons contre
des autres formations politiques. C'est-à-dire les uns contre les autres. Oui, nous, PSR, personnellement, nous en avions. Et quand on est entre nous, nous le disons. Mais nous ne voulons pas le mettre à la place publique. Au nom donc de la recherche de cette voie commune pour qu'on puisse avancer, nous laissons tomber un certain nombre de griefs que nous avons contre les autres. Et ce sont des griefs qui sont réels par le passé. Je ne veux pas revenir sur ces choses ici. Mais malgré cela, nous avons toujours fait l'effort d'être dans ces regroupements. Et récemment encore, nous y avons pleinement cru. Mais écoutez, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu aller ensemble aux élections? Non, pas qu'on n'en a pas voulu. Oui, parce que nous avions pas ensemble. Oui, nous avons trouvé une solution. Comme je le disais, c'était le problème de la liste, comment composer la liste. Après plusieurs mois de discussion et avec l'aide de la société civile, ils ont présenté donc une liste qui devait être tête de liste, qui devait être deuxième, qui devait être troisième, qui devait être quatrième et qui viendrait en cinquième position également. Plus ou moins déjà certaines idées sur les contributions financières des uns et des autres. À un moment donné, certains disent qu'ils ne sont pas d'accord et ils sont sortis. Je ne veux pas les nommer, mais je crois que vous en savez probablement autant que moi. Voilà. Alors, est-ce que ça promet pour cette élection à venir, les législatives et les régionales? Nous irons, nous verrons ce que ça... J'imagine qu'au niveau du PSR, vous n'êtes pas inscrit à toutes les circonscriptions électorales. C'est évident. Les difficultés financières sont réelles. Nous avons voulu être réalistes en tenant compte des moyens dont nous disposons et les préfectures dans lesquelles nous pensons avoir beaucoup de chances d'être élus. Et vous savez, au début de cette coalition qui finalement n'a pas marché, et il y avait deux types de coalitions possibles. C'était d'avoir des listes communes ou bien de se dire nous nous soutenons mutuellement dans les préfectures en se répartissant les préfectures. Et c'est cette dernière solution que le PSR a proposée, qu'on verra par rapport aux implantations. Donc dans une zone donnée, si c'est le parti A, tous nous le soutenons. Dans une autre préfecture, B, nous soutenons un autre parti. C'est ce que le PSR avait proposé. Mais d'autres avaient estimé que cette coalition n'était pas forte. La coalition qui serait beaucoup plus forte serait celle sur laquelle nous serions tous, et nous aurons une même liste, une liste sur laquelle nous aurons toutes les formations politiques éventuellement. Et nous avions pressenti les difficultés pour établir ces listes. C'est ce qui fait que nous n'étions pas trop favorables. Mais la majorité ayant décidé que c'était cette coalition qui paraissait la meilleure, nous y avons finalement adhéré. Malheureusement, dans sa mise en œuvre, et ça a capoté. Pas par notre faute, puisque nous étions d'accord sur le classement que la société civile a fini par retenir. Mais ce sont les autres encore qui ne sont pas d'accord. Et vous savez, peut-être qu'il ne faudrait pas tout parler de cela. C'est-à-dire qu'au Togo, c'est la société civile qui dicte la loi aux partis politiques. Non, ils ont servi en quelque sorte de médiateur. Parce que les partis politiques ne pouvant pas, ou bien il y a eu du mal à s'entendre entre eux, ils ont fait le tour au niveau de toutes les formations politiques en prenant compte de certaines réalités également, de ce qu'ils ont considéré comme un certain nombre de facteurs, et ont proposé ce qui pourrait être considéré comme acceptable. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que vous avez une chance à voir la configuration actuelle de pouvoir véritablement rivaliser avec le parti qui est au pouvoir? Le parti qui est au pouvoir a de toute évidence des moyens qu'on ne peut pas du tout comparer avec les nôtres. Et de ce point de vue, si on prend le PSR, ce n'est pas possible. Nous le savons. Mais nous disons que les préfectures ou les zones dans lesquelles nous sommes, nous essayons de faire notre mieux pour avoir un certain nombre de députés. Et si les autres formations politiques de l'opposition se concentraient aussi sur certaines zones, eh bien, peut-être qu'ensemble, finalement, nous pourrions avoir un nombre suffisant de députés qui permettrait peut-être de rendre notre Assemblée nationale plus proche du peuple, qui traduisent mieux les aspirations du peuple. Et c'est ce à quoi nous croyons et c'est ce pourquoi nous luttons. Alors, la bataille aujourd'hui, on le voit clairement, c'est que vous ne voulez plus laisser une place où la main ne passe et repasse, comme le dirait ce grand écrivain.
pour le pouvoir aujourd'hui à l'Assemblée. Vous avez tiré suffisamment de leçons de ce qui s'est passé en 2018. Disons oui et non. Non, parce que moi, je considère toujours que la situation de 2018 a été subie. Ce n'est pas une décision délibérée de ne pas aller aux élections. C'est vu les discussions qui étaient en cours avec les médiateurs internationaux. Je parlais des présidents étrangers qui nous aidaient, qui étaient dans une certaine, donnaient une certaine garantie par rapport à ce qui devait se faire. Et nous avons constaté avec regret qu'à la dernière minute, et en tout cas les promesses faites ou les orientations qui avaient été retenues au départ, ils y ont renoncé, nous mettant plus ou moins devant un fait accompli également. Et sinon, ce n'était pas une stratégie préméditée que nous n'irons pas aux élections. Ce n'était pas ça. Mais bon, les faits sont faits. Nous avons vu quand même les dégâts qui en ont résulté. Et je crois que de ce point de vue, et si vous dites qu'il faut tirer les leçons, c'est pour cela que je dis oui. Voilà, c'est sur ce angle que je dis oui. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. C'est vrai que tout à l'heure, les auditeurs auront à vous interroger sur d'abord cette question. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'actualité. L'autre sujet d'actualité, parce que les élections aussi, c'est un sujet d'actualité, les législatives, les régionales, qui en réalité aussi, comme je l'ai dit, mais une question déjà avant de parler de la Constitution. Quel est votre avis global sur la gouvernance de ce pays, le Togo? Le pays n'est pas bien gouverné. Non, sérieusement. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Et vous savez, il y a beaucoup d'injustices dans notre pays. Vous savez également que les richesses du pays ne sont pas gérées de façon équitable. Vous savez également qu'il y a l'impunité dans notre pays. Ce sont des choses qui sont réelles. Et vous êtes les journalistes, vous avez davantage d'informations. Et vous voyez toutes ces situations qui sont dénoncées tous les jours. Et vous voyez qu'il n'y a jamais de suite. Et comment pourrons-nous dire dans ces conditions que le pays est bien géré? Pour moi, ce n'est pas un pays qui prenne en considération, si vous voulez, les préoccupations des citoyens. Il y a beaucoup d'injustices et on peut largement mieux faire. Et je le dis avec une réelle sincérité. Je ne le dis pas en tant qu'acteur politique. Et je crois que si le régime veut bien faire, il a les moyens de mieux faire. Je n'ai pas de doute sur cette question. Oui. Il a les moyens pour mieux faire. Dans ces conditions, vous êtes prêt pour les élections si tout est mal géré? Mais, écoutez, ce sont les élections qui doivent permettre de désigner les représentants. Si nous étions à l'Assemblée nationale et si l'opposition est suffisamment représentée, nous pourrions par moment demander des comptes au pouvoir ou bien au gouvernement et diligenter des enquêtes parlementaires, etc. Ce qui forcément pourrait améliorer les choses. Faire des propositions de loi sur certains points. Et donc, raison de plus pour que nous allons aux élections, pour que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale. De la qualité de ceux qui sont à l'Assemblée dépendra le débat ou dépendront les débats à l'Assemblée nationale. C'est fondamental. C'est pour cela que ces élections législatives sont importantes et que les citoyens doivent savoir, en choisissant ou en votant, on choisit ceux qui parleront en notre nom au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui pourront proposer des lois, ceux qui pourront mener des débats. Ce ne seraient pas ceux qui seront là pour enregistrer ce que le gouvernement aurait voulu. Et si vous êtes là pour enregistrer systématiquement ce que le gouvernement dit, et finalement, c'est que on aura l'essentiel des pouvoirs concentrés entre les mains d'une seule personne. J'imagine que vous avez été profondément déçu par ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années à l'Assemblée. Évidemment, évidemment. Et on ne va pas refaire d'histoire, mais il faut éviter que cela ne se reproduise. Il faut avoir une assemblée mieux représentée et plus représentative des différents courants politiques du pays. Voilà. Alors, je voulais qu'on évoque l'autre sujet qui aujourd'hui est largement commenté par non seulement les populations, mais
par vous, les hommes politiques. Et là-dessus, en vous invitant, je suis parfaitement conscient que vous aurez 2 casquettes ici. Vous êtes professeur agrégé en droit privé, pour la précision, et vous êtes un homme politique. Mais déjà, ce qui se passe aujourd'hui, et ce dont l'opinion semble avoir quelques bribes d'informations sur une révision constitutionnelle, déjà, quel commentaire faites-vous déjà autour de ce sujet-là? C'est un sujet, en réalité, qui n'aurait pas dû, vraiment un problème qui n'aurait pas dû se poser. Parce que cette initiative, du point de vue politique, ne se comprend pas. Et du point de vue juridique, c'est totalement contraire à la Constitution par rapport à l'initiative. Et quand on regarde même le contenu même de la réforme, elle est contre-productive. Et s'il faut détailler ces points, j'ai dit du point de vue même juridique, l'initiative est contraire à la Constitution. Vous savez, nous savons tous que le mandat de cette députée a pris fin depuis décembre 2023. Et l'article 52 dernier alinéa dit qu'il reste en fonction jusqu'à la prise de fonction des nouveaux députés. Mais comment on entend ça? Ça veut dire que quand on est en fonction, on prend des décisions quand même. Hein? On reste en fonction pour prendre des décisions, oui. C'est vrai. Mais comment pourriez-vous vous comprendre qu'on dise que leur mandat est fini? Leur mandat est fini, c'est qu'on vous envoie quelque part, on vous donne un pouvoir, on dit ce pouvoir est fini. Mais restez en fonction en attendant que les autres viennent. Cela veut dire que vous n'êtes plus dans la plénitude de l'action. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de rester en fonction en attendant? On ne sait jamais. Il peut y avoir des urgences. L'État ne doit pas se priver des moyens d'agir lorsqu'il y a urgence. Lorsque c'est indispensable, c'est le sens. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, même en cas de dissolution, il reste en fonction, en attendant que les autres n'arrivent. À supposer qu'on ne puisse plus organiser les élections, parce qu'il y a eu un événement, on ne souhaite pas, peut-être une guerre, et on se laisse sans assembler. Ou peut-être qu'il y a une urgence pour intervenir rapidement, on se laisse sans assembler. C'est pour cela rester en fonction en attendant. C'est l'esprit du texte. Et je disais hier, imaginons un seul instant, puisque c'est le même article qui le pense, même en cas de dissolution, ils sont en fonction, en attendant. Vous imaginez un seul instant que le président de la République dise, conformément, si je ne me trompe pas, l'article 68 ou 64, qui dit « je dissous le Parlement ». On organise les élections dans le délai constitutionnel. Et les députés se mettent à dire « bon, le Parlement est dissous, en attendant qu'on organise les élections, nous modifions la Constitution parce que nous sommes en fonction ». Est-ce que ça sonne bien dans les oreilles? Ah, là, ça n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas possible. Est-ce que ça sonne bien du point de vue de la logique et de la cohérence même des trucs? Un Parlement dissous qui se met à modifier la Constitution. Donc vous le comparez à la situation actuelle? Bien évidemment. Parce que c'est le même article qui dit, puisque les gens se prévalent du fait qu'on dit qu'ils sont en fonction. Or, le même article dit qu'ils sont en fonction, même en cas de dissolution, en attendant de nouvelles élections. C'est pour parer aux situations d'urgence. Au cas où on ne sait jamais, on ne prévoit pas ça. S'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a une situation d'urgence absolue, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ce pouvoir reste à portée de main pour qu'on puisse s'en servir. Et j'ai eu à dire, c'est un principe d'interprétation de la règle de droit et c'est un principe transversal. La loi cesse là où cesse sa raison d'être. La raison d'être du texte, c'est de parer aux situations d'urgence. La raison du texte, c'est de pouvoir avoir un pouvoir législatif alors qu'on serait dans une situation d'impossibilité d'organiser les élections. Or, dans les deux cas, nous ne sommes pas dans ces situations. Et vous regardez par vous-même les auteurs de cette proposition, de cette modification, dans le projet qu'ils ont donné, à l'article 39. Ils disent eux-mêmes que lorsque le Parlement est dissous, il ne peut pas élire le président. Puisque actuellement, dans le projet qu'ils ont, ils veulent confier l'élection du président à l'Assemblée, oui, au Parlement. Et ils disent que lorsque le Parlement est dissous, ils n'ont plus le pouvoir d'élire le président.
ou encore, lorsqu'ils sont à 1 mois ou 3 mois de la fin de leur mandat, ils ne peuvent plus élire le président. Pourquoi ils mettent ça dans le projet? Cela signifie que, à l'approche des élections, il est possible qu'on ait une nouvelle majorité après les élections qui ne soit pas celle qui était en fonction. Cela voudrait dire que les députés sortants, dans la précipitation, pourraient élire un président qui finalement est illégitime. Quand il parle d'illégitime, en ce sens que cela ne correspond pas à la vision de l'Assemblée qui viendra. Donc, pour cela, on leur dit, si vous êtes presque à la fin, ne faites rien. À plus forte raison, lorsque leur mandat est déjà arrivé à son terme. Et donc, la loi ou le droit est une science. Je n'invente rien. Et il existe des principes d'interprétation. J'ai dit, la loi cesse là où c'est sa raison d'être. On me dit, c'est dit où? Ce sont des adages ou maximes juridiques qui existent même avant le législateur moderne. Et c'est pour cela que ces formules sont la plupart du temps en latin. Toutes ces formules sont en latin d'interprétation. La loi cesse là où c'est sa raison d'être, c'est sainteté, quelque chose. On dit par exemple, la règle spéciale déroge à la règle générale. La règle générale ne déroge pas à la règle spéciale. L'exception est d'interprétation stricte. Ce n'est écrit dans aucun bouquin. Le système français duquel s'inspire notre droit, puisque nous avons hérité, oui, effectivement, ne prévoit pas les règles d'interprétation dans la loi. Il y a des pays dans lesquels, des systèmes juridiques dans lesquels les règles d'interprétation sont prévues dans les lois. Et donc, ce sont ces principes qui existent, qui ont un caractère transversal, qu'il s'agisse de la Constitution, qu'il s'agisse de la loi, qu'il s'agisse du décret. Ce sont des clés permettant d'articuler les choses de façon harmonieuse. Vous voyez, on peut dire, le Parlement est dissous. Pourquoi ils cherchent encore? Pourquoi sont-ils encore en fonction? Cette règle vous permet de comprendre. Et c'est pour cela que je dis, la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Donc, l'initiative même, n'est-ce pas, de la révision est contraire à la Constitution, en tenant compte du fait que leur mandat a pris fin. Deuxième élément, à ne pas oublier aussi, c'est l'article 59 de la Constitution togolaise. L'article 59, si je peux vous le trouver, je préfère vous le lire. Ok, très bien. Je préfère vous le lire, je disais, c'est l'article 59 de la Constitution toujours en vigueur. Toujours en vigueur. Il dit ce qui suit. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'alinéa suivant dit, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. L'alinéa 59, on ne peut modifier cela que par voie référendaire. Ceux qui sont en train de faire, est-ce que c'est un référendum? Vous voyez, ils peuvent dire que non, puisqu'on change, ce n'est plus une simple révision constitutionnelle, on est en train de changer toute la Constitution, donc ils n'ont pas besoin de... Ce serait un raisonnement faux, erroné, qui est contraire au bon sens. Je prends un exemple que j'ai pris ailleurs ce matin de façon caricaturale. Imaginons dans un pays ou dans un village, on dise au chef, si tu veux couper le doigt de quelqu'un, il faut demander l'opinion de tout le village. L'opinion de tout le village, c'est le référendum. Et on dit, tu veux couper le doigt. Tu veux couper le doigt, c'est que tu veux modifier l'article 59 alinéa 2. Et toi, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puisque je ne veux pas consulter le peuple, autant tuer la personne. Ça, c'est changer totalement la Constitution pour ne pas recourir au référendum. C'est comme ça que vous considérez la situation actuelle? Parce que c'est une analogie qui est évidente. Toutes les fois qu'on va vouloir introduire une nouvelle Constitution qui remette en cause cet article, il faut nécessairement passer à un référendum. C'est une clé. Le constituant togolais a sanctuarisé cette disposition. De sorte qu'on ne peut pas modifier ou introduire une nouvelle Constitution qui modifie cet article sans passer à au référendum. Donc, pour le peuple togolais, c'est que l'élection du président et du
du président de la République doit se faire au suffrage universel direct. Ce qu'ils sont en train de proposer, c'est le contraire, totalement le contraire. Peut-être que c'est pertinent, mais il faut en ce moment discuter, suivre ce que dit la Constitution, le faire de façon consensuelle. Et ça, je sors de la logique juridique. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que l'Assemblée nationale qui est là est hors mandat et donc n'a plus la légalité, la légitimité de changer quoi que ce soit, oui. Vous souhaiterez que ce débat-là soit un débat national et public pour que tout le monde puisse apporter, n'est-ce pas, sa vision, si tant est qu'on veut changer la Constitution. C'est ça? Ce souhait, ça c'est l'aspect politique. Ok, je le souhaite. Mais d'abord, sur le principe, sur l'aspect juridique même, ce n'est pas un simple souhait. Il faut passer par la Constitution. C'est un point de vue juridique. C'est ce qui résulte de l'article 59. Sur le plan juridique, c'est dit qu'ils n'ont même pas à supposer qu'ils ne soient pas en fin de mandat. La teneur de la Constitution qu'ils sont en train de proposer est telle qu'ils doivent procéder par voie référendaire. Voilà. Il n'y a pas de doute possible sur cette question. Alors, telles que les choses se font aujourd'hui, vous avez peur qu'on puisse adopter cette histoire-là? C'est ça votre crainte? C'est possible, mais je demeure optimiste. Vous savez, ils ont dit que c'est une proposition de loi. L'initiative est prise par les députés à l'Assemblée nationale. Oui. Et moi, j'ai dit ça ce matin, je le répète, avec humilité, je demande au chef de l'État d'arrêter ce processus-là. Il en a le pouvoir. Il faut qu'il arrête le processus. C'est pas lui, ceux qui ont pris cette initiative, je suppose que ce n'est pas lui, parce qu'on dit que c'est une proposition, pas un projet. Ceux qui ont pris cette initiative veulent plonger le pays dans un chaos. Mais pourquoi est-ce que des gens veulent plonger le pays dans un chaos à votre sens? Pourquoi est-ce que vous considérez qu'une simple proposition, même si ça touche la Constitution, c'est plonger le pays dans un chaos? Oui. Vous voyez, vous êtes témoin de toutes les réactions déjà. Oui, bien sûr, on écoute beaucoup de gens parler. Beaucoup plus vous, les politiques. Évidemment, vous êtes mieux placé. Est-ce que les citoyens informés sur cette question sont heureux de ce qui est en train d'être fait? Non, ils parlent aussi. Ils parlent aussi. Cela voudrait dire que la population n'est pas d'accord. Et je suis certain que même dans l'entourage du chef de l'État, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui n'osent pas le lui dire. Et c'est pour cela aussi, dans un pays, il est intéressant d'un pays comme le Togo, qu'il y ait des opposants qui disent au chef de l'État ce que les autres ne sont pas en mesure de lui dire. Ceci entraînera des manifestations. Il n'y a pas de doute possible. Des répressions. Non, probablement. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est que vous serez appelé à appeler les Togolais à manifester contre cette histoire-là? Mais ce n'est pas appeler les Togolais, c'est notre droit de manifester face à une violation de la Constitution. Si ce n'est pas simplement un droit, c'est un devoir pour les Togolais de manifester lorsqu'il y a atteinte manifeste à la Constitution togolaise. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble? C'est parce qu'il y a des règles communes auxquelles nous sommes tous soumis. Ce n'est pas nous qui demandons. Et celui qui ne manifeste pas face à une violation manifeste de la Constitution, c'est qu'il ne fait pas son devoir. C'est qu'il ne fait pas son devoir. Et c'est pour cela qu'il demande au chef de l'État d'arrêter ce scénario-là. Lui, il en a le pouvoir de l'arrêter. Ceux qui ont pris cette initiative, peut-être qu'ils veulent plaire au chef de l'État, qui leur disent qu'il n'en veut pas. Et je crois que... Quand on vous écoute, on a le sentiment que ce qui se passe actuellement, on est en train d'assister presque à un coup d'État constitutionnel, c'est ça? Ce n'est pas loin de ça. Je crois qu'on peut dire que c'est ça. Puisqu'on est en train de modifier la Constitution dans une condition d'irrégularité totale. Je le dis en ma qualité de juriste. Et je suis prêt pour un débat direct pour ceux qui veulent défendre le contraire, qui m'apportent des arguments contraires. Voici les textes qui sont devant nous. Les principes d'interprétation que j'ai invoqués. Certains semblent dire que ça n'existe pas. Je crois qu'ils ont eu un oubli passager, c'est tout. Oui, les juristes le savent. Et je dis, c'est écrit où il existe toute une foule d'adages et de principes ou de maximes
qui ne sont écrits nulle part, qui existent même avant le législateur moderne. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire au PSR si ce test passe? Vous allez faire quoi? Nous osons penser que ce qui ne ça ne passera pas. Mais de toute façon, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail d'information. Celui qui est bien informé peut prendre la bonne décision. Et une fois encore, je demeure, je ne peux pas dire persuadé, mais j'ai l'espoir que le chef de l'État, dans un sursaut d'amour de la patrie, ne les laissera pas aller jusqu'au bout. Je garde cet espoir-là. Oui, mais si ça passe quand même. Mais écoutez, que feriez-vous, vous, si on modifiait la constitution togolaise dans l'irrégularité? Vous, personnellement? Non, moi, c'est moi qui pose la question, ça, vous le savez. C'est vous, les politiques. Ce n'est pas une question simplement de politique. C'est une question citoyenne. Lorsque tous ensemble, dans une république, nous avons des règles qui, en réalité, font que notre vie en commun, ensemble, peut marcher, et qu'une minorité se met à broyer ces textes. Et la Constitution même nous dit que c'est un devoir pour nous de pouvoir dire non. Et c'est justement pour cette raison que nous allons user des droits fondamentaux qui nous sont reconnus, parmi lesquels les droits de manifester, pour appeler les citoyens à manifester. Manifestation de façon pacifique. Maintenant, si on nous interdit de manifester de façon pacifique, ça deviendra un devoir de résistance pour chacun d'entre nous. Voilà. Et si ce à quoi on assiste aujourd'hui ressemblerait à un os qu'on vous envoie pour vous détourner de la réalité? Cher ami, réalité des élections qui arrivent dans quelques jours là. Cher ami, je ne vais pas vraiment vous tromper. Je vous dis en toute sincérité que quand j'ai appris ça au départ, c'est ce à quoi j'ai pensé. J'ai dit, nous n'aurons pas faire ça. Est-ce qu'ils ne nous font pas ceci pour détourner notre attention d'une autre chose qu'ils souhaiteraient faire? C'est la question que je me suis posée. Parce que la démarche me paraissait manifestement irrégulière, au point que je me suis dit, non, ils nous lancent ça pour faire peut-être parce qu'ils veulent faire autre chose. Mais la situation évoluant, j'ai l'impression que l'Assemblée semble prendre au sérieux cette initiative. Oui, on dirait qu'ils prennent ça au sérieux. Sinon, j'ai pensé à cette éventualité que je me suis dit, ils veulent faire autre chose. Ou bien c'est une simple provocation, ils n'iraient pas jusqu'au bout. Au fil du temps, on dirait que ça devient sérieux. Et c'est pour cela que j'en appelle au chef de l'État. Oui. Alors, c'est vrai que depuis que cette affaire de révision constitutionnelle semble être mise dans les tuyaux, on a vu beaucoup de réactions de vous, les leaders des partis politiques, avec les communiqués, les conférences de presse. D'ailleurs, vous venez d'une conférence de presse de la GMC, le groupement de partis politiques de la société civile. Ça va s'arrêter là, sûrement. Vous, les opposants, vous connaissez. Écoutez, on connaît les opposants aussi pour les manifestations. Nous allons manifester. Mais j'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais vu un chef de village sans village. Mais il peut y avoir un village sans chef. Ça suppose quoi? Si les citoyens ne se sentent pas concernés, oui, s'ils ne se mobilisent pas, et finalement, les partis politiques, les responsables ne pourront rien faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'ils soient suffisamment informés, sensibilisés sur les enjeux. Mais il appartient à chaque citoyen de prendre ses responsabilités après avoir compris l'enjeu et la situation. Non, là ça ressemble à l'appel à révolte. Ce n'est pas l'appel à révolte. Ce que nous leur dirons, si nous disons, mobilisons-nous pour manifester, il faut qu'ils sortent. Et c'est ce que je dis. Nous le ferons dans la légalité. Si nous appelons aux manifestations au Togo, nous avons 800 000, 900 000 personnes qui sortent. Et bien évidemment, c'est qu'il y a un problème. Mais si nous appelons à manifester et que personne ne sort, eh bien, ils vont continuer dans l'illégalité.
la Constitution ne sera pas appliquée qu'à M. Oulou. Elle sera appliquée à tout le peuple togolais. C'est pour cela que les gens doivent comprendre les enjeux. Il ne faut pas que... Finalement, je considère ça comme une sorte de provocation. En réalité, on dit qu'augmente sa connaissance, augmente sa douleur. Peut-être que nous qui comprenons mieux les choses, nous en souffrons davantage. C'est pour cela qu'il faut expliquer aux gens qu'ils comprennent mieux. Et ceux qui, malgré les explications, disent « je m'en fous », c'est leur décision. On ne peut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Ceux qui, ayant compris, disent « je défends ma constitution », vont se mobiliser. Alors, c'est dans la légalité. Oui, je repose la question autrement. On sait que l'opposition aujourd'hui, bon voilà, je ne parlerai pas de la désunion, mais cette situation qui est arrivée, est-ce que vous vous mettrez ensemble pour parler d'une seule voix? Je ne dirais même pas de nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est même pas ça. Je voulais dire simplement que ça dépasse même les partis politiques. Il faut aller au-delà des formations politiques, parler des journalistes, parler des intellectuels, même qui n'ont pas de connotation politique, parler des religieux, parler du citoyen de la rue, parler des universitaires. C'est au-delà même des formations politiques. Ce n'est pas une question qui concerne les formations politiques. C'est une question citoyenne. Vous voyez, vous dites que les partis politiques ne peuvent pas parler d'une seule voix. Regardez déjà je ne dis pas l'ANC, l'UFC, qui est au Parlement. Oui, bien sûr. On peut les accuser d'avoir fait route avec le régime, etc. Certains le disent. Mais ce sont eux qui ont déjà pris position pour dire non. Ils ne sont pas favorables à cette modification. C'est une position responsable. Oui, tous les partis d'opposition que j'ai entendus jusque-là, rares sont ceux qui disent que c'est une bonne décision. Peut-être qu'ils l'ont dit. Avant que nous ayons, disons, qu'ils soient éclairés sur le plan juridique. Parce que ce que nous disons sur le plan juridique, s'ils ont des éléments pour pouvoir contester objectivement, si dans les rangs du parti au pouvoir, ou bien des députés qui ont pris cette initiative, s'il y a des juristes qui veulent manifestement un débat direct, ici je parle, ils ne sont pas là, si vous nous invitez, je viendrai. Qu'ils invoquent les principes juridiques qui leur permettent de le faire, les règles d'interprétation du droit qui leur permettent de le faire. Moi, j'en ai déjà invoqué. Et j'attends un débat contradictoire. Alors, nous, on a eu l'occasion, l'opportunité de jeter un coup d'œil dans ce fameux test qui circule sur les réseaux, sûrement que vous aussi, vous en avez lu. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans le fait que on quitte le régime semi-présidentiel à un régime parlementaire? Qu'est-ce qui est si mauvais là-dedans, par exemple, que ce soit le Parlement qui désigne le Premier ministre? Je ne dis même pas, pour l'instant, abstraction faite même du contenu. D'accord. Ils ont outrepassé leur pouvoir. C'est ça qui est votre problème? Ça, c'est le premier point. Ils ont outrepassé leur pouvoir. Quand vous avez un mandat, vous devez respecter le mandat qui vous a été donné. Quand le mandat prend fin, il prend fin. Vous voyez, le mandat est une institution aussi qu'on retrouve dans le droit privé. Ceci, ce sont des mandats des élus. Mais il y a une sorte d'analogie. Okay. Dans le contrat de mandat, donc de droit privé, si le mandant, celui qui t'a donné le pouvoir, meurt, par exemple, ton mandat prend fin. Mais tu es tenu de gérer l'urgence en attendant que les héritiers puissent prendre la relève. C'est-à-dire la survie pour des besoins d'urgence, pour éviter qu'il y ait des situations de destruction. C'est l'esprit de la survie de certaines compétences après la fin du mandat. Vous voyez? Oui. Ok. Pour revenir sur le fait qu'ils n'ont plus ce pouvoir. Ça, c'est le principe. Maintenant, sur le contenu, violation de la loi de l'article 59. Parce que pour le faire, à supposer qu'ils soient même encore en service, qu'ils aient la plénitude de leur mandat, il faut passer par référendum. Deuxième violation. Maintenant, sur ce qu'il propose, il propose que le président soit élu par une assemblée. Oui. Bon, il faut que le peuple décide. Mais regardez, dans leur projet, dans l'article 11, le président nomme le tiers des membres
du Sénat, Oui. il nomme les tiers. Vous imaginez un seul instant que le président nomme des gens qui iront pour ne pas le voter comme président. En d'autres termes, lui-même choisit le tiers des membres du Sénat qui, ajoutés maintenant à l'Assemblée, vont désigner le président. Autant dire qu'il s'autoproclame président. Autant dire qu'il s'autoproclame président. Donc, sur ce contenu même également, quand ils me disent que c'est pour favoriser la démocratie, c'est faux. Totalement faux. Il faut étudier ce texte en profondeur pour savoir ce sur quoi nous sommes d'accord. Et je pose encore une question. Le CPC existe. Avec le gouvernement, on a souvent discuté dans ce cadre. Et les ministres qui se sont succédés nous ont dit à quel point le chef de l'État est attaché au dialogue pour une concertation entre les différentes formations politiques. Pourquoi pour une question d'une si grande importance, on ne concerte même pas, on ne consulte pas? On n'a pas voulu même nous faire savoir cela. Non pas que nous dépouillons le Parlement de ses compétences, non. Nous avons souvent discuté des choses où ils ont obtenu au moins notre avis avant qu'ils n'aillent faire ce qu'ils décident de faire. Pourquoi ici, il n'y a même pas eu cela du tout? S'ils sont aussi ouverts à l'esprit du dialogue, à cette façon de vouloir progresser ensemble, le chef de l'État peut mettre fin à cette aventure périlleuse de ce groupe de députés qui veulent causer des problèmes encore à notre pays. Je crois que ça suffit. Vous penserez comme certains, on a écouté, je crois, sur nos antennes, la DMP qui disait qu'on est en train de passer de république à une forme de monarchisation du pays. Je vais rester dans des termes strictement juridiques. Quand je parle en tant que politique, je peux me permettre d'utiliser parfois certains mots. Et la monarchie désigne quelque chose de plus précis encore, où on aurait un roi, mais je ne vais pas strictement sur ce terrain. Mais on dirait que les choses sont faites de sorte que vraiment le peuple soit beaucoup privé de son pouvoir. Voilà. Et vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Et je ne crois pas que ce soit moi. Si le peuple est d'accord dans son ensemble, tant mieux. Pour qu'on dise que le peuple est d'accord, il faut suivre les procédures pour vérifier si ce peuple est d'accord ou non. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est totalement anticonstitutionnel, contraire à la Constitution. Est-ce que nous sommes en crise, professeur Oulou, aujourd'hui, avec cette histoire? Pas encore en crise. Je ne crois pas que nous soyons en crise. Je crois que la crise sera évitée. Ouais. Je crois que la crise sera évitée. Je demeure confiant que le chef de l'État ne laissera pas cette initiative, cette aventure que je considère comme dangereuse, aller à son terme. Très bien. Les auditeurs vont vous interroger sur ce sujet-là tout à l'heure sur le 92 60 81 81 pour l'appel direct. Ou ceux qui souhaiteraient, n'est-ce pas, déjà peuvent continuer ou commencer par, enfin, je dirais continuer puisque déjà qu'ils nous envoient des messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Juste avoir votre avis sur la situation économique de notre pays, le Togo. Est-ce qu'économiquement, le Togo se porte bien de votre point de vue? Je ne le crois pas. Vous avez des éléments? Vous savez, je ne me fie pas aux données macroéconomiques qu'on donne dans notre pays. Ah bon? Oui. Et comment est-ce que vous savez que le Togo ne se porte pas bien économiquement? Je suis là dans la population. Je vois ce que vivent les gens. Quand les citoyens ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins élémentaires. La prospérité économique, c'est celle qui se traduit aussi réellement sur la situation concrète des citoyens. Pourriez-vous me dire le contraire aujourd'hui que beaucoup de Togolais sur le plan financier souffrent, sur le plan économique? Les gens qui sont dans des besoins, les gens qui sont malades, qui ne sont pas en mesure de se soigner. Vous me direz que peut-être c'est le côté social qui dépend intimement du côté, disons, de l'aspect économique du pays. Un pays prospère, c'est un pays dont la prospérité se répercute sur les citoyens. Quand vous voyez aujourd'hui, alors que d'autres, de façon étonnante peut-être,
sont dans une abondance excessive et peut-être non justifiée, alors que vous côtoyez des citoyens tous les jours dans les difficultés. Mais je crois que c'est la dignité même de l'homme qui est en jeu. Celui qui a faim, qui ne peut pas subvenir à ses besoins. Celui qui est malade, qui ne peut pas se faire soigner, alors que d'autres sont dans une opulence arrogante. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de problème. Quand on donne les statistiques sur le chômage, on va vous dire 10%, 15%, alors que vous voyez des diplômés, des titulaires de licence, des titulaires de maîtrise qui sont les conducteurs de étudiants. C'est ça, aller à l'école. Oui, simple, regardez simplement, voir quelques jeunes, ça ne vous Vous donne appelez pas... ça quelques jeunes? Non, attendez, ce que je veux dire, c'est que ça ne vous donne pas une image totale sur la situation générale. Quelle situation générale qui serait macroéconomique et qui n'aurait pas d'incidence sur la situation des citoyens? Dans votre entourage, les gens ne vivent pas ces difficultés? Oui, mais je ne connais pas l'étendue, je ne connais pas, par exemple, le pourcentage. C'est ce que je veux dire. Si vous ne connaissez pas le pourcentage, je ne crois pas que dans votre entourage, qu'il y aurait une concentration simplement de pauvres, alors qu'ailleurs, il y aurait des concentrations de riches. Ce serait un phénomène peut-être, comment je vais le dire, bizarre. Je vous conseille d'essayer de mieux encore vous renseigner. Moi, je suis un acteur politique. Je circule. Ce n'est pas simplement, je suis dans ma famille. Je circule. Je suis enseignant. Je côtoie mes étudiants. Je sais ce qu'ils vivent. Pratiquement dans tous les quartiers de Lomé, je circule régulièrement. Je vais à l'intérieur du pays, dans les zones où je rencontre mes militants. Je sais ce que vivent les Togolais. Et je peux vous dire que la situation est réelle. Le pouvoir d'achat s'est effrité. Ce sont des choses, des situations auxquelles il faut trouver des remèdes. Et pour cela, il faut une gestion plus rigoureuse. Il faut mettre fin à ces détournements. Il faut réfléchir de façon beaucoup plus, je vais dire, pratique. Les investissements que nous faisons, quel est le point que nous faisons pour évaluer les dépenses qui ont été faites, les résultats obtenus, c'est l'efficience de la gestion économique. Qu'est-ce qu'on nous montre sur tous ces angles? Rien. C'est comme si on ne rend pas compte. Oui. Vous voyez, on parle de la CET qui est dans une situation de déficit total aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et pourquoi? C'est la presse qui donne des informations. Vous donnez ces informations, quelle est la réaction du pouvoir? Nous voyons dans nos pays... Y compris vous semblez ne pas vous intéresser à ça, ces informations de la presse. Vous, les partis de l'opposition. Ben, on vous écoute presque jamais sur ces questions. Mais je suis en train d'en parler. Nous en parlons, mais ce n'est pas à nous de les résoudre. Dans un État qui se respecte, lorsqu'il y a des soupçons, peut-être de détournement, etc., il y a le pouvoir judiciaire, oui, le ministère public, qui doit se mettre au travail. Que fait la justice togolaise sur ce point? Que fait le ministère public? Bien évidemment, le ministère public dépend du ministère de la Justice, mais il ne faut rien. Sur ces soupçons de corruption, de détournement, etc. Et je crois que même les instruments et les organes chargés de lutte contre la corruption, si je ne me trompe pas, ont eu à dire entre-temps, sauf erreur de ma part, qu'il y a eu des détournements et qui sont en démarche pour qu'on puisse, en tout cas, on demande aux gens de s'exécuter. Oui. Je ne me suis pas trompé de rembourser. Non. Oui, que fait le ministère public de ce point de vue? Même s'il rembourse, ça n'éteint pas l'action publique. Qu'une institution, un organe fasse cette déclaration alors qu'on ne voit aucune démarche judiciaire. Est-ce qu'il y a eu une conciliation ou qu'est-ce qu'il y a eu sur le plan pénal? Ben, écoutez, il y a problème, il faut qu'on s'asseye pour faire autrement les choses. Sinon, les pays sont dans une situation de compétition internationale. Si les autres avancent et que nous n'avançons pas, celui qui ne progresse pas regresse. C'est une évidence. Et puisque nous parlons du Togo, ce que nous avons en commun, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à discuter peut-être directement avec le président de la République lui-même? Sur quel point? Ben, sur tous ces points. Et moi, je suis toujours ouvert. Nous sommes disposés. Mais ce que je dis, je suppose qu'il est informé. Vous voulez que ce soit lui qui vous appelle?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis ce qu'il convient de faire. S'il pense véritablement qu'on doit faire ces choses, ou il les met en pratique, ou il appelle l'opposition, discutons-en. Quand ils ont mis en place le CPC, je ne l'ai pas rejeté. J'ai discuté. Mais il y a des situations qui ne lui échappent pas. À lui de prendre ses responsabilités. Moi, je fais mon devoir en relevant ce qui ne va pas. À lui d'y mettre fin. Je crois. Très bien. Je pense que le temps est venu de donner la parole donc aux auditeurs sur vos différentes réactions, vos commentaires et analyses de sujets. Alors, que pensent les auditeurs qui vont vous interroger maintenant? On va leur donner la parole sur le 92, oui, c'est votre casque, s'il vous plaît, 92 60 81 81, ou ben, ceux qui désirent nous envoyer des messages, poser des questions, des réactions, vous allez le faire par SMS ou par WhatsApp sur le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Eric. Kaïdek, très bien. Allez-y. Merci beaucoup. Il nous a beaucoup expliqué les choses aujourd'hui sur l'ISRFM. Ce que moi j'aimerais lui demander, est-ce qu'un juriste, il peut parler d'une situation juridique sans faire recours ou bien parler, évoquer des principes de droit? Donc, est-ce que notre constitution togolaise, est-ce que c'est un principe de droit? Puisque hier, moi, j'ai posé la question à votre collègue et ami, M. Kounaté, et qui vous a demandé à savoir les principes que vous êtes en train d'évoquer, c'est écrit où? Moi, si je viens poser la même question, ce qu'il est en train d'évoquer, est-ce que ce sont des principes ou quoi? Ce que lui est en train de dire, c'est écrit où? Et puis, il va commencer par me citer les articles de la Constitution. Alors que vous aussi, vous avez parlé de la situation en évoquant les principes du droit, en faisant recours à la Constitution. Et voilà mon inquiétude. Et aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de très important, qu'il y a un chapitre en droit, à vous bien comprendre, c'est comme ce chapitre-là, est le soubassement même du droit. Et vous avez parlé d'une introduction au droit. Est-ce que tous les juristes, à votre niveau, à votre observation, est-ce que tous les juristes maîtrisent un tel chapitre? Merci. Très bien. Merci beaucoup, Kaïdek, professeur. Voilà. Je crois que nos juristes, nous ne devons pas égarer ceux qui ne sont pas juristes. Ce qu'il dit, il a raison. J'ai eu à le dire ce matin, la matière la plus importante, peut-être l'une des matières les plus importantes, c'est l'introduction à l'étude du droit. Contrairement aux apparences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, contrairement aux apparences, on penserait que ce n'est que l'introduction. En réalité, c'est ça qui structure le raisonnement du juriste, qui ouvre l'esprit, qui montre au juriste comment on appréhende les choses. C'est une simple coïncidence. Lundi passé, à 18h à 20h, j'avais cours avec les étudiants de 3e année. J'ai posé une question. Ils n'ont pas répondu. Et je leur ai dit, je suspends mon cours. Je prends tous les 2 heures pour leur rappeler l'introduction à l'étude du droit. Ah, ça veut dire que ça a été faussé à la base. Ah, c'est possible. Et je leur ai dit qu'ils ne comprennent pas ce que c'est l'introduction à l'étude du droit. C'est une matière outil. C'est un instrument de travail du juriste. C'est la matière la plus... Si vous êtes un grand juriste sans maîtriser l'introduction à l'étude du droit, vous avez faussé la base. Vous voyez? Vous voulez dire que des gens ont faussé la base? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'introduction à l'étude du droit, si on ne la maîtrise pas, la base est faussée. Ok. Et donc, dans cette introduction, on nous enseigne des choses qui permettent maintenant d'appréhender, de saisir toutes les autres matières. Par exemple, c'est dans l'introduction qu'il y a les principes même d'interprétation. Les règles que je suis en train d'ouvrir, que la loi cesse là où c'est sa raison d'être. La règle spéciale déroge à la règle générale.
La règle générale ne déroge pas à la règle spéciale. Il n'y a pas lieu de distinguer la loi ou la loi, de distinguer là où la loi ne distingue pas, etc., etc. C'est les règles d'interprétation qui sont dans l'introduction à l'étude du droit. Et je dis, dans certains systèmes juridiques, les règles d'interprétation sont prévues dans les lois. Dans le système français, qui est le nôtre, puisque nous avons hérité de ces trucs, ces principes existent depuis des siècles. Ils ne sont pas dans les lois, mais servent à interpréter les lois. Ce sont des adages, ce sont des maximes. J'ai dit, ils existent même dans les formules latines, puisque vous savez, la langue de la science juridique, initialement, c'était le latin. C'est plus tard que le français est devenu aussi une langue. Ils ont délatinisé ces expressions. Sinon, toutes ces formules, on aurait dû le dire en latin. Et leur équivalent existe en latin. Oui. Allez sur Internet, vous les verrez. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, tous les juristes doivent maîtriser cela. Je ne dis pas que notre collègue ne l'a pas maîtrisé, non, loin s'en faut. Peut-être qu'il a voulu s'en passer. Je ne sais pour quelle raison il a voulu s'en passer. Ce sont des principes. Et maintenant, à côté de cela, il y a la Constitution elle-même. Mais pour interpréter la Constitution, vous ne pouvez pas ne pas vous référer aux règles d'interprétation. Ce sont des règles qui permettent d'interpréter la Constitution, d'interpréter la loi, d'interpréter les traités, les arrêtés, etc. S'il s'agit d'un contrat, les règles d'interprétation du contrat dans notre système est prévues par le Code civil, article 1156 à 1164. Mais pour les autres principes, ils sont là. Et on peut les considérer comme faisant partie même du droit coutumier, donc fondamental. C'est ça. Je pense qu'on a compris. 92, 60, 81, 81. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Notre invité à ce matin, c'est le professeur Olou Komi de PSR. Il y a une réaction d'un auditeur qui nous dit cette constitution togolaise est constamment déshonorée, on dirait. En 2002 et 2019, l'article 59 est modifié sans passer par la voie référendaire. Le professeur peut nous expliquer pourquoi? Professeur, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'en 2002 et en 2019, on n'a pas eu à consulter le peuple et qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut consulter le peuple? Je répondrai à cette question en ayant devant moi la Constitution d'alors. Oui. Je n'ai pas la Constitution d'alors devant moi pour lire les articles. Actuellement, la Constitution actuelle, oui, qui parle de l'article 59, alinéa 2. Je ne suis pas sûr que cet alinéa était dans la Constitution d'alors. J'ai l'impression que c'est récemment, lors des dernières modifications qu'ils ont introduit cet alinéa. Si cet alinéa existait et qu'ils l'ont fait sans référendum, c'est qu'il y a violation de la Constitution. Très bien. Ouais. On va prendre celui qui est au téléphone. 92, 60, 81, 81. Allô? Oui, bonjour. Gérard Sélassié, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Moi, je ne connais pas le droit, mais je voudrais vous demander qu'est-ce que le droit? Est-ce que le droit évolue comme les 17 lois de l'arbitrage de football? Et puis, qu'est-ce qui nous arrive? Vous êtes des camarades, vous avez fréquenté ensemble à un moment donné, et que vous avez appris ensemble. Vous devenez, vous avez de différents points de vue. Et où en sommes-nous? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup, Gérard Sélassié. Professeur, on nous a dit aussi que les constitutions sont dynamiques. Alors, vous avez écouté Gérard, on a le sentiment que ça peut évoluer comme les lois du jeu en football. Un texte n'a pas vocation à se figer. Okay. On peut modifier un texte. Mais pour modifier un texte, il existe des formules ou bien des procédures pour modifier les textes. Première observation. Et ici, j'estime qu'ils n'ont pas respecté les formes. Deuxième élément qui se rapporte à l'interprétation. L'interprétation, ce n'est pas, je vais dire, le peintre qui fait les choses à sa manière. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de règle d'interprétation. Okay.
Oui, s'il y a des règles d'interprétation, cela voudrait dire qu'il y a quand même une sorte de directive que vous devez suivre, dont on ne peut se séparer. J'invitais les gens aujourd'hui à lire une publication que j'ai faite en 2000 dans une revue béninoise. Je l'ai intitulée « À la recherche du sens des lois ». Je montrais dans cet article que tous les principes d'interprétation, puisqu'il y en a plusieurs, quand vous les examinez les uns après les autres, vous verrez qu'ils sont fondés sur la recherche de la finalité de la loi. C'est ce qui fait l'article, la première partie, je l'ai intitulée « La prééminence de la finalité ». Je disais dans cet article que l'interprète qui ignore ou bien qui ne recherche pas la finalité de la loi n'a pas violé la loi. Il a trahi la loi. C'est plus profond qu'une simple violation. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Une forme de trahison. C'est une trahison de la loi. Quand on veut interpréter la loi sans rechercher sa finalité, c'est qu'on trahit la loi. Regardez, est-ce que ce n'est pas une question de bon sens? On dit, la loi cesse là où cesse sa raison d'être. Je dis les choses de façon peut-être caricaturale pour expliquer à la population. Si votre père sortant dit, s'il pleut, laissez les moutons dehors. Pourquoi il a dit laissez les moutons dehors? C'est parce que les moutons ne sont pas sensibles à la pluie. Est-ce que vous allez étendre cette règle aux chèvres alors que les chèvres sont sensibles à la pluie? Vous voyez, c'est qu'il existe des règles et chaque règle a sa raison d'être. Si un article n'a pas sa raison d'être, il faut le supprimer. Le droit, ce n'est pas une spéculation simplement. Il est destiné à s'appliquer à des situations concrètes. Mais malheureusement, c'est aussi une caractéristique de la loi et qui résulte de ce que nous sommes les hommes. La loi ne peut pas tout prévoir. C'est impossible que la loi prévoie tout. À peine vous avez prévu certaines choses que la situation auquel on veut appliquer peut évoluer. C'est justement pour cette raison qu'on donne aux juristes les règles d'interprétation. Okay. Le raisonnement par analogie, le raisonnement a fortiori, etc. Le droit est une science. Il faut le savoir comme ça. Le législateur sait qu'il ne peut pas tout prévoir et met à notre disposition des instruments. Ce sont ces instruments qu'il faut manier. Je dis avec regret, je le dis souvent à mes étudiants, quand les médecins parlent, tout le monde se tait. Quand les ingénieurs parlent, tout le monde se tait. Quand les juristes parlent, même celui qui n'est pas allé à l'école pense qu'il peut parler du droit. C'est parce que nous, juristes, nous avons banalisé le droit. Oui, parce qu'on vous écoute, vous les juristes, vous ne vous entendez jamais. C'est bizarre. Et je le disais dans cet article aussi, je ne dis pas que le droit 1 + 1 = 2. Parfois, nos divergences résultent du fait que nous n'explorons pas suffisamment les outils que le droit met à notre disposition. D'accord. Quand je dis la loi cesse là où cesse sa raison d'être, on m'a dit c'est écrit où? J'ai démontré que c'est écrit. Ok. Ce n'est pas tout. Mon collègue disait que oui, la raison d'être, c'est de faire la loi. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en fonction. D'accord. Pourquoi doivent-ils faire la loi alors que leur mandat a fini? Le juriste doit se poser cette question. Ils peuvent faire la loi alors que leur mandat a fini parce qu'on peut être dans une situation d'urgence. Parce qu'on peut être dans une situation où leur mandat est terminé, mais on ne peut pas organiser des élections. Le juriste pose des questions jusqu'à ce que la réponse ne suscite plus d'interrogation. Mais tant que vous n'êtes pas allé jusque-là, vous n'avez pas fini votre raisonnement. Vous êtes resté à mi-chemin. Un invité pose la question clairement, le droit prime-t-il sur le bon sens? Il aimerait comprendre. Est-ce que le droit prime sur le bon sens? Le droit même, c'est le bon sens. Ah ouais? Ah oui. Quand on dit la loi doit cesser là où c'est sa raison d'être, est-ce que ce n'est pas le bon sens? Oui. Ah! Est-ce que ce n'est pas le bon sens? C'est pour cela que je choisis des exemples terre à terre, caricatural pour expliquer les choses. Si on dit dans un village, chef, pour couper le doigt à quelqu'un, il faut que le peuple, la population soit d'accord.
Mais est-ce que vous allez dire pour cette raison, le chef va dire pour cette raison, je vais plutôt le tuer sans me référer à la population? C'est parce que c'est quand on veut couper le doigt qu'il faut demander l'autorisation du peuple. Est-ce que ce n'est pas le bon sens? Dans une large mesure, le droit, c'est le bon sens. Parfois, vous pouvez trouver certaines dispositions qui peuvent paraître, je vais dire, bizarres. Mais quand vous les analysez, où ce serait le bon sens? Si vous voulez, je vais donner une règle qui apparaît. La loi dit par exemple que l'enfant incestueux ne peut pas être reconnu par ses deux parents. L'enfant qui incestueux. Sort de l'inceste. Oui, ne doit pas être reconnu par ses deux parents. Et les gens trouvent, il y a certains juristes qui disent que c'est quoi ça? L'enfant fait preuve de discrimination. Vous ne vous demandez pas pourquoi le législateur dit ça. Qui d'entre nous aimerait qu'on sache que lui et sa mère sont du même père? En d'autres termes, en d'autres termes, il est issu des rapports charnels entre son père et sa fille. Un père, excusez-moi l'expression, qui couche avec sa fille et un enfant naît. Vous voulez qu'on sache que cet enfant est le produit des relations charnelles entre le père et sa fille? C'est justement pour cette raison que le droit va dire que cet enfant ne peut pas être reconnu par les deux. Il faut qu'un seul le reconnaisse. Les juristes qui s'arrêtent en route diront pourquoi cela? C'est une discrimination contre l'enfant. L'enfant ne peut pas hériter pour un hypothétique héritage qui arrivera dans 10 ans, 30 ans, 40 ans. Vous voulez que partout on dise juste enfant que enfant incestueux, enfant incestueux, enfant incestueux. Le droit, c'est le bon sens. D'accord, très bien. 92 60 81 81, nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé, on pourra en prendre encore un auditeur. Allô? Allô? Ah, Gérard. Le professeur dit que le droit c'est le bon sens. Mais pourquoi voudrait-on dépasser la morale dans le droit? Si le droit est le bon sens, alors Allah va parler. Décrivons la morale. Merci beaucoup. La morale et le droit sont différents. Mais la morale innerve le droit. Du point de vue de leur sanction, la morale, c'est la réprobation peut-être de l'entourage. Le droit est sanctionné par l'autorité de l'État. Il y a des règles qui n'ont pas de connotation morale. Mais la plupart, ou bien beaucoup de règles, ont un fondement moral. Okay. Regardez, le droit punit le vol. Oui, bien sûr. Ah, c'est quoi? Le droit punit le détournement. Oui. Est-ce que le droit véhicule des valeurs? Je le disais dans ce article, j'invite les Togolais à lire. C'est vrai que c'est un article de droit, oui. Mais je crois que même les non-juristes peuvent comprendre cet article-là. Ce que je dis à la recherche du sens des lois. J'ai la version numérique que je peux balancer à ceux qui veulent lire. Le droit véhicule toujours des valeurs. Quand vous voyez, on dit le feu est tricolore, ne passez pas. Pour vous, vous voyez le policier qui va vous sanctionner, etc. Non, le droit est en train de protéger l'intégrité physique d'une personne. Vous voyez, le droit est empreinte des considérations morales qui sont même conformes à nos valeurs africaines. Qui, dans nos sociétés, qui est ouvertement favorable au vol? Les parents ne punissent pas leurs enfants. Oui, bien sûr. Ah, ce sont des valeurs morales. Qu'est-ce que les parents sont en train de défendre? Le droit ne dit pas autre chose. Quand on parle d'abus de biens sociaux, c'est une sorte de vol. Oui. L'homme de la rue parlera de vol. Le juriste parlera d'abus de biens sociaux. En réalité, ce sont ces valeurs que véhicule le droit. Notre constitution également véhicule des valeurs. Vous voyez? Je vais vous laisser réagir à ce commentaire d'un auditeur qui dit « Ma position risque de choquer certaines personnes. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est opposant. La majorité partent dîner auprès du NIR et après ils viennent encore, ils prennent encore de l'argent en période électorale. Peut-être que Faure Gnassingbé veut arrêter tout ça.
en mettant en place une monarchie au lieu de dépenser des sommes colossales pour les élections que lui-même sait qu'il est déjà payé chez certains opposants. Monarchie égale fin d'élection, et fin d'élection, c'est fin de mangement de certains opposants. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Mais il a dit qu'il veut choquer, c'est son opinion. Il est libre de penser ce qu'il veut. Ce n'est pas ma position. Oui, s'il pense que les opposants vont prendre les sous, c'est lui qui le dit. Et si c'est cela, pour cette raison qu'il veut renoncer à son droit de citoyen de désigner ses représentants, ou encore qu'il veut renoncer à son droit de s'opposer à la modification irrégulière de la Constitution. Si le peuple décide d'une monarchie, c'est le peuple qui décide. Si le peuple décide d'un régime parlementaire, c'est le peuple qui décide. Mais ne faites pas décider au peuple ce que le peuple n'a pas décidé. Et s'il lui veut accepter cela, bon, c'est son opinion. Je ne suis pas prêt à brader mes droits fondamentaux. Oui. Voilà. Très bien. 92 60 81 81. On reprend l'autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Comment est-ce que vous appelez? Je m'appelle Abdou. D'accord. D'abord, je m'en vais sincèrement saluer le grand frère Denis. Merci beaucoup. Allez-y. Et moi, je suis venu quand même à travers ces propos de cet après-midi, appuyer aussi tant comme un citoyen togolais. Je m'en vais humblement demander notre cher président pour tout ce qui se passe au Parlement ne le concerne pas, il n'est pas informé. Il est là pour le peuple, il n'a qu'à mettre fin à ça. C'est que l'harmonie qui existe entre les groupes togolais, même s'il y a la pauvreté, au fur et à mesure, le papa fera un effort pour que la pauvreté cesse, que les gens mangent à leur soif. S'il vous plaît. Et ce que le professeur vient de dire, je m'en vais que tout le peuple togolais n'a qu'à être derrière et écouter et supplier pour qu'on mette fin, pour que la paix existe dans notre pays. Très bien, merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. Je lui dis infiniment merci, parce que ce qu'il dit relève vraiment de la raison. Il faut que le président de la République, comme il dit, s'il n'est pas derrière ça, qu'il mette fin à cela pour apaiser le climat. Nous n'en avons plus besoin, on a tout souffert dans ce pays. Un autre auteur qui me dit que le problème est beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. C'est carrément un changement de régime dont seul le peuple peut décider par oui ou non. Ce Parlement sera tenu responsable de tout ce qui pourra advenir si leur forfaiture venait à être validée. Tout ceci est une manœuvre de Faure Gnassingbé et son clan. Le plus grand danger actuellement, c'est le silence complice et complaisant de nos soi-disant universitaires. Le document qui circule est le vrai, c'est confirmé par Innocent Kagbara. Une question se pose, quelle est l'opportunité et l'urgence d'une telle forfaiture? Je vous laisserai donc réagir. Je vais prendre un autre auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Oui, professeur Olo. Oui, monsieur Ali. Aujourd'hui, en Afrique, à Borneo, Oh. peut-être que vous avez appris pour sauver l'humanité, vous n'avez pas appris pour détruire l'humanité. Merci beaucoup. Voilà. Et Dieu vous protégera toujours contre les fautifs de ce pays. Merci beaucoup. Monsieur Ali, oui. Quelle est votre question? Oui. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement, on dit que c'est pas un document authentique, quoi que ce soit, ça montre le côté clandestin et dangereux du projet qu'ils sont en train de discuter là-bas. Ce qui est Parlement, c'est avant le débat. Et on dit, les parlementaires vont élire le président sans débat. C'est dangereux. Et je rappelle ceci de notre constitution. Nous, Togolais, nous sommes en droit de dire non, de se révéler contre tout ce qui est fait contre notre constitution pour la destruction de ce pays. Un individu togolais et le groupe togolais peuvent dire non, et non, et non. C'est pas appel au révolte. Ah, c'est la bien écouté. Dans ce débat, il faut être patriote. Il ne faut pas être là pour écouter un mot et interpeller les radios. Nous disons, nous Togolais, nous avons le droit de nous révéler contre ce qui est contre notre pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ali. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. 92 60 81 81. Est-ce que vous avez une réaction en fait par rapport à ce qu'il a dit? Non, je crois que
Et Alors, la il y a un BIS. auditeur qui dit, vous savez, les gens là vont aller jusqu'à la fin et à la fin, la Cour constitutionnelle ne va pas valider et vous allez leur faire confiance et elle va profiter de ça, vous décevoir en validant les résultats qui les arrangent. Soyez vigilants, dit donc cet auditeur-là. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Bonjour, c'est monsieur? Et surtout bonjour au professeur et nos félicitations et notre gratitude à ton égard en tant qu'aîné et grand frère exemplaire de valeurs. Merci beaucoup. C'est ce que nous attendons surtout de la communauté scientifique et notamment juridique à un moment crucial de notre avenir politique. Nous qui sommes jeunes, moi je m'appelle Denis. D'accord. D'accord. Et le nom de famille c'est Bati. D'accord. Donc, c'est par rapport à ce projet de revision de constitution dont le professeur est en train de nous renseigner davantage sur ma question. Oui. Je pense qu'en tant que, disons, étudiants en la matière, puisque nous ne sommes pas encore à leur niveau, je pense que ce n'est pas encore le moment. D'abord, avec ce système actuel, nous ne comprenons rien de la politique togolaise et comment les choses sont organisées. On n'est pas encore au clair avec ce qui se passe. Eux-mêmes, ils le savent. Et ils nous ont embrouillés. Actuellement, on essaie de voir si on pouvait s'en sortir dans ça. Et ils viennent encore nous parler de cette révision de constitution. Pourtant, on a des questions plus précises que ça. Donc, quand même que le chef de l'État fasse preuve d'un homme d'État. Parce qu'il ne faut pas faire de la politique politicienne. Il pense aux prochaines élections, mais il ne pense pas plutôt à l'action sociale qu'il doit mener pour que le Togolais se sente enfin fier de lui et digne de l'être. Donc, quand même, que ça nous fasse économie de ça, quoi. C'est mon coup d'alarme, mon cri d'alarme de manière. D'accord, très bien. En appui à ce que l'année, l'identité porteur au loup en train de nous indiquer par argument. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Béni. Merci pour la confiance et la fidélité à la gare routière de l'information. Mais professeur, déjà, les universitaires, pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas suffisamment sur les questions? Je suis universitaire, non? Oui, enfin, c'est pour ça que j'ai ajouté suffisamment. Mais écoutez, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça, les intellectuels. Où sont-ils sur ces questions? Il y a quelques années, oui. Rappelez-vous, j'ai fait sortir un audio, peut-être qu'il serait sur les réseaux sociaux, oui. C'est possible, pour interpeller les intellectuels oui. dans ce pays. Vos collègues? Oui, j'ai interpellé, mais l'intellectuel doit pouvoir prendre position. J'ai fait des audios par peut-être 3 ou 4 ans pour dire aux intellectuels, vous avez l'obligation de prendre position. Vous êtes la lumière, normalement. Les gens vous écoutent, les gens vous entendent. Face à une question d'une si grande importance, pourquoi les avocats du Togo ne prendraient pas position? Ce n'est pas faire de la politique, c'est d'éclairer le peuple. Pourquoi ne prendrait-il pas? Dangereux. En quoi est-ce que c'est dangereux? Si on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand vous aimez quelqu'un... Dans la bouche, des fois, c'est facile quand même. Hein. Mais ce n'est pas que c'est facile. Et pour ça, moi, je regrette. Je dis ceci. Si le chef de l'État avait ce projet depuis longtemps, il aurait essayé de le faire avec la fin de son mandat. Avant la fin des mandats des députés. C'est que récemment, quelqu'un a dû peut-être introduire cette idée. Un intervenant vient de dire, si ce n'est pas de lui, qu'il y mette fin. Si c'est de lui que les gens l'aident, ou bien les gens veulent le pousser dans ce sens, qu'ils leur disent non. Beaucoup cherchent à induire en erreur. Je lui dis, avec humilité et sincérité, on veut l'induire en erreur. Et s'il faut un jour y répondre, ceux qui l'ont induit en erreur ne seront pas avec lui. Il y a un auditeur qui dit, peut-être qu'on va finir là-dessus, vous êtes sûr que le chien qui aboie là, peut arrêter la caravane qui passe à vive allure là? Il vaut mieux que le chien aboie. Il y a quelque chose de grave que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Nous essayons. Nous informons. Nous invitons le chef de l'État à arrêter le mouvement. Nous essayons. Peut-être qu'un moment viendra où nous appellerons les gens. Nous-mêmes, nous allons manifester. Mais nous souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Nous souhaitons qu'on n'en arrive pas là. Et donc, il vaut mieux que le chien aboie plutôt qu'il disparaisse face à la caravane.
peut-être encore cette réaction, il y en a plusieurs, l'auteur qui dit, mais il dit, moi ce qui me gêne, deux éminents professeurs nous donnent des versions diamétralement opposées du droit. Qui croit entre les deux? Il parle du professeur Unake et du professeur Olu. Il a entendu les deux. Oui. Qui croit? Par rapport aux éléments que les uns et les autres ont donnés, il a le sens du raisonnement pour pouvoir se décider. Ce qu'on me reproche, c'est que je n'ai pas donné les sources de ce que j'ai dit. C'est écrit où? J'ai démontré là où c'est écrit. Et j'ai parlé des principes qui permettent, j'ai dit, allez consulter tous les bouquins d'introduction à l'étude du droit. Si vous voulez, ce matin, j'en ai cité plusieurs sur Radio Victoire. Allez voir Gérard Cornu, allez voir Rémi Cabriac, allez voir François Théry, allez voir Fabre Magnan. Ce sont des auteurs qui, on va me dire là, donc, ils ont repris tout ce que ce sont des principes qui existent. Et ces formulations latines, c'est moi qui les ai inventées. Tous les juristes connaissent ces règles. Et j'en ai cité plusieurs ici qui ne sont pas écrits. Mais c'est comme si je vous disais que c'est antérieurement au législateur moderne. En droit français, on parle de l'ancien droit. C'est le droit avant la Révolution française, avant le Code civil, qu'ils appellent l'ancien droit. Ces principes existaient même avant. Vous voyez? Et chaque système juridique a ses trucs. Ce sont ces principes d'interprétation. Il y a un proverbe chez moi qui dit, quand tu tues le singe qui a un petit, on part avec son enfant. Nous avons hérité de ce système comme système de droit. Nous ne pouvons pas rejeter ces éléments. Sinon, on ne peut même plus interpréter, puisque ce sont les clés d'interprétation. Oui. Et chacun d'entre vous peut se faire son opinion après avoir écouté deux personnes. Eh bien, si les gens ne sont pas en mesure de se faire leur opinion, ce n'est plus de ma faute. Alors, professeur, on est à la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quel est votre message ce matin? Mon message, principalement, en réalité, va d'abord au chef de l'État, qu'il arrête l'initiative en cours. Je ne continue pas à penser, si plusieurs affirment le contraire, je ne continue pas à penser que c'est une initiative des députés. Peut-être qu'ils veulent plaire au chef de l'État, qui se dissocie de cette aventure, parce que c'est dangereux pour notre pays. Si on doit faire des réformes constitutionnelles, on aura le temps de le faire en respectant les formes, en ayant bien discuté. Qu'il évite le pays, qu'il évite qu'on entre dans une situation de turbulence encore. Ce n'est pas bon pour notre pays. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, professeur Olu. Comme je rappelle que vous êtes professeur agrégé en droit privé, enseignant à l'Université de Lomé et dans plusieurs universités de la sous-région. Vous êtes politique, secrétaire national du parti du Pacte socialiste pour le renouveau, le PSR. Merci d'être venu nous voir cette fin de matinée. Merci à Francis Daé, Juste qui ont assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. 12h45, le journal parlé sur la radio. Et passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.